l'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu Avec l'invité. L'invité des regards. Et nous recevons cette semaine le géographe Luc Gwazinski pour échanger avec lui sur la question du temps, des rythmes et des nouveaux imaginaires temporels de la vie urbaine. Luc Gwazinski, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes géographe, professeur à l'ENSA de Toulouse et vos travaux de recherche concernent principalement la question des rythmes urbains, des mobilités et de la nuit. Vous avez notamment publié un manifeste pour une politique des rythmes, ouvrage collectif paru en 2021. On aimerait considérer avec vous aujourd'hui, puisque nous nous intéressons à la question des récits et des imaginaires, dans quelle mesure l'approche chronotopique constitue un récit alternatif à la production traditionnelle de l'espace. En effet, pour reprendre vos propos, en ville, il ne suffit plus d'aménager l'espace, il faut aménager le temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, merci d'abord de votre intérêt pour nos réflexions. Mais peut-être un premier élément, je crois qu'on a trop souvent réfléchi, abordé les territoires et les villes comme si c'était des entités stables, définitives, comme si elles ne bougeaient pas. On voit bien par exemple qu'une ville comme Lyon, c'est la même ville le matin et le soir et c'est pas tout à fait la même ville. Lyon en été, Lyon en hiver, Lyon en printemps, en automne, là aussi on voit un certain nombre d'évolutions. Donc l'approche que je développe depuis des années, c'est une approche qu'on a pu qualifier de chronotopique. Et en fait l'idée c'est d'essayer d'intégrer l'espace et le temps, qui sont des dimensions centrales de nos vies. Donc, essayer à la fois d'utiliser le temps comme une clé de lecture des dysfonctionnements, notamment de nos sociétés, nos organisations, nos territoires, et puis comme une clé d'écriture, une clé de proposition et d'action. Parce qu'en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'on avait beaucoup aménagé l'espace pour gagner du temps. Regardez, par exemple, les cartes du temps d'accès en TGV, donc façon dont elles se sont repliées à l'échelle européenne et nationale avec l'extension du réseau de TGV. Donc on a gagné du temps en aménageant l'espace. On a rarement fait le contraire et de façon concrète, se dire par exemple que les pics d'entrée et de sortie des métropoles aujourd'hui, au lieu d'essayer de les traiter en rajoutant des tubes, en rajoutant une voie supplémentaire sur l'autoroute, on pourrait très bien y réfléchir en travaillant sur nos horaires d'entrée au travail ou de sortie au travail. Et comme ça joue sur pas grand chose finalement, on pourrait avoir entre le bouchon et la fluidité, entre la saturation et puis la fluidité, on pourrait travailler là-dessus. Puis l'autre élément, c'est le fait que le temps, c'est la compétence de tout le monde et de personne. Donc ça oblige au partenariat, ça permet d'inclure, on parle beaucoup d'approche, de co-construction et autres, d'inclure le grand public à des questions qui le concernent, liées à la vie quotidienne, à la proximité, voilà. Donc et puis ça rajoute une dimension personnelle et sensible. Quand les gens acceptent de se mettre autour de la table pour réfléchir à des questions de temps, d'horaire, très vite, ils vous racontent leur vie, ils vous racontent un certain nombre d'éléments de leur vie quotidienne dans ce qu'on peut appeler la proximité. Voilà, donc l'intérêt, il est au moins double. Et justement, Luc Gwazinski, peut-être pour revenir, et rebondir sur vos propos, on le voit, l'actualité de la production urbaine a donné lieu à de nombreux débats qui ont défrayé la chronique, et c'est notamment le cas de la ville du quart d'heure, un concept qui a été porté par le chercheur Carlos Moreno. Est-ce que d'une part vous pourriez rappeler à nos auditeurs les enjeux qui sont contenus dans cette vision de la ville du quart d'heure, et puis peut-être insister sur les éléments de contestation récente qu'on a pu voir se faire jour en Angleterre, notamment avec des habitants qui dénoncent l'embastillement des quartiers urbains et les politiques climatiques menées par ces Khmers verts. Alors, j'ai pas trop envie de rebondir sur la ville du quart d'heure de notre collègue Carlos Moreno. Je le laisserai défendre son concept lui-même, mais j'aurais plutôt envie
d'inscrire la réflexion de façon plus large, parce que la ville du quart d'heure, c'est une forme de réponse à l'extension de la ville, à la perte d'intensité urbaine. Et je crois quand même ce qui s'est passé à la fois avec la Covid, à la fois avec la crise énergétique, et ce qu'on ressent aujourd'hui autour de la sensibilité à la question de la transition, ce qu'on appelle plus le développement durable, ça joue beaucoup sur cette question du temps. Autour, par exemple, de l'enjeu de qualité de vie par rapport à l'accélération des temps. On voit... ouais, allez-y, oui. Pardon, allez-y, finissez votre phrase. Oui, non, mais c'est un des enjeux, cette question de l'accélération des temps, en tout cas le sentiment qu'on est face à une accélération, et il y a un enjeu de qualité de vie, comme il y a un enjeu de hiérarchie dans les priorités. On voit par exemple qu'autour du travail, les nouvelles générations se posent un certain nombre de questions et sont peut-être pas prêtes aux mêmes tensions et aux mêmes conflits entre vie professionnelle et vie familiale, par exemple. Mais ça, c'est qu'un des éléments. Et donc, est-ce à ça que correspond votre approche du chrono-urbanisme, de la chronotopie? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les distinctions qu'il peut y avoir entre ces différents mouvements, ces différents concepts, assez rapidement? Ok. Alors, bon, chronotopie, c'est évidemment la volonté d'articuler l'espace et le temps. Et puis, chrono-urbanisme, pour moi, c'est la première des questions qui est posée. Le premier des problèmes auxquels sa réponse, c'est quand même le problème d'extension sans fin des villes et de perte d'intensité. C'est quand même la vraie question. Donc, quand moi je parle de chrono-urbanisme, quand aujourd'hui on travaille sur les questions de rythme, c'est premier point. Et là, ça rejoint cette question de ville du quart d'heure, mais on a écrit ça il y a déjà 25 ans, quoi. C'est comment on met du temps dans, par exemple, les procédures d'aménagement du territoire, que peuvent être les plans locaux d'urbanisme ou les SCOT, par exemple. Comment on peut éviter d'implanter une zone d'activité ou une zone d'habitat à moins de 10-15 minutes l'une de l'autre. C'est ce qui est fait, par exemple, aux Pays-Bas. Bon, déjà, on est dans une approche de chrono-urbanisme. Deuxième élément, c'est qu'on casse la charte d'Athènes, qui a amené à la spécialisation des espaces, une fonction, un type d'espace, et donc du zoning. Donc, travailler sur la polyvalence. Et ce que j'essaie d'amener là depuis des années, c'est travailler sur l'intensification des usages sur un même type d'espace en travaillant sur la rotation d'activités. Faire en sorte qu'on puisse avoir sur un même espace plusieurs activités, soit sur la semaine, soit sur la journée, soit sur les saisons. On prenait par exemple un bâtiment universitaire qui est libre une partie de l'année. Prenez les locaux du Parlement européen à Strasbourg qui sont occupés que 2 jours par mois. Prenez une école qui est occupée que la journée. Le soir, elle est vide, le week-end, elle est vide. Prenez un parc automobile qui est utilisé par des entreprises qu'en semaine. Comment on peut l'utiliser éventuellement le week-end. Voilà, donc là, la chronotopie, c'est une façon de représenter. Donc ça renvoie à la question peut-être pas du récit, mais des imaginaires, d'être capable de représenter cet espace et ce temps en mouvement, d'avoir des cartes dynamiques, de pouvoir les présenter, de faire en sorte que tout le monde puisse dialoguer autour. Et puis le chrono-urbanisme, c'est les solutions qui vont pouvoir émerger au fil du temps avec les différents acteurs. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Non. Si, ça l'est tout à fait. Si, et pour poursuivre cet échange, peut-être revenir sur le constat que vous faites dans le manifeste pour une politique des rythmes. Vous parlez de l'émergence de pathologies rythmiques inquiétantes. D'une part, est-ce que vous pourriez nous expliciter ce que seraient ces pathologies rythmiques et peut-être revenir... face à l'idée de ces pathologies, est-ce qu'on pourrait parler davantage de ménagement du temps plutôt que d'aménagement du temps? Oui, alors les pathologies, bon, c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être une métaphore qui renvoie peut-être trop à l'idée de la maladie, donc peut-être qu'elle est pas aussi bien appropriée qu'on aurait voulu qu'elle soit, mais pathologie, c'est vraiment cette idée de saturation.
qu'elles soient des saturations dans la vie personnelle, qu'elles soient des saturations dans nos organisations, que ce soit des saturations dans l'espace public ou autre. Donc ça, c'est une forme de pathologie. Dans les autres pathologies, vous avez aussi la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui face à la multitude, parce qu'on n'a jamais appris à gérer nos temps. On apprend à marcher, on apprend à circuler, mais on apprend finalement assez peu à gérer nos temps, à gérer nos agendas. Et on est aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, et puis face à cette hyper offre urbaine, on est face à des difficultés à dire non. On veut tout être à la fois, et ce tout être à la fois amène à des formes aussi de saturation et d'explosion, qui peuvent être la dépression, qui peuvent être le burn-out, peuvent être tout simplement l'extrême fatigue que ressentent de plus en plus de personnes, et puis aussi cette difficulté à gérer ces temps. Après, vous avez des pathologies qui sont plus liées à des inégalités aussi entre hommes et femmes. On peut considérer les inégalités d'accès au travail, les inégalités de partage de la vie dans la vie personnelle, dans la vie du ménage, par exemple. Ces pathologies-là. Alors, s'il y a bien un temps qui défraie la chronique, vous en parlez, c'est le travail. Et les récents mouvements sociaux le montrent, il reste central dans la vie des personnes. Alors, est-il possible réellement de faire changer ces rythmes sociaux quand la norme temporelle principale reste et demeure le travail, et est-ce qu'il serait possible d'infléchir un peu ces imaginaires pour s'affranchir de ces fameuses pratiques extrascolaires, de ces fameuses pratiques extra-professionnelles ? Ça demande qu'on se réinscrive sur du temps long, comme pour le géographe que je suis, qu'on s'inscrive sur un espace profond. Donc qu'on cesse de surréagir dans le présent. Hartog a parlé de présentisme. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on est dans une démarche qui est simplement de réagir face à une espèce d'accélération, de problèmes, de difficultés. On réagit dans l'émotion et on n'inscrit pas cette réflexion sur le temps long. Pourquoi sur ce temps de la retraite, on l'a pas posé comme une possibilité de repenser les temps de la vie, avec des temps d'arrêt dans nos parcours, une valorisation de la formation continue tout au long de la vie, la possibilité de s'arrêter, enfin repenser sur l'ensemble du temps, sachant que sur la population française, je vais faire une erreur sur le chiffre, mais les personnes qui sont actives au travail, c'est 22 ou 23%. Tout le reste des personnes font autre chose de leur journée que le travail. Il y a ceux qui ne sont pas encore, il y a ceux qui sont déjà à la retraite, il y a ceux qui malheureusement n'en ont pas. Donc ça fait pas mal de monde. Et on voit qu'aujourd'hui le travail c'est plus le seul temps de socialisation qu'on doit être capable d'en inventer d'autres. Donc voilà, ce qui se passe aujourd'hui, ce que les collectivités ont développé autour de la ville événementielle, c'est une façon pour des gens qui ont des espaces, des temps, des mobilités éclatées, de se retrouver à un moment donné. Alors c'est soit la nuit, soit c'est le soir, mais c'est vrai aussi dans les familles. On va s'inventer des choses le week-end pour essayer de faire famille. Ou de faire territoire. Si l'on se penche, Luc Gwazinski, sur cette question des inégalités qui sont liées à la question du temps, notamment à la question du temps du quotidien, on vous l'avez précisé, il y a des inégalités des temps sociaux qui peuvent s'expliquer par le genre, la classe, et j'aimerais peut-être vous entendre sur cette idée d'urgence permanente que produit la ville et l'urbanisation, et finalement le cas par exemple de ces riders, de ces livreurs à domicile, où on voit que finalement on est collectivement une multitude d'acteurs urbains, en tout cas d'habitants, s'adonnent à ces pratiques de consommation qui invisibilisent finalement aussi le fait que ces riders pédalent pour nous livrer à manger. Et vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, qui a la compétence du temps ? Comment on réussit à infléchir ces imaginaires de l'urgence pour produire un temps qui serait plus ménagé en ville ? Le cas que vous citez, c'est quand même une forme d'extrême. Enfin, c'est un révélateur pour moi d'un dysfonctionnement. Et parfois, on peut se retrouver dans une position assez paradoxale où on peut soi-même
essayer d'organiser son temps et sa qualité temporelle et voilà. Et puis d'un autre côté, mettre des personnes en vulnérabilité d'une certaine façon, soumises au temps, j'allais dire quasiment à la réponse immédiate à une demande de service. Moi, je pense qu'on doit repenser le territoire comme quelque chose qui résiste, comme quelque chose territoire au sens aussi des populations qui sont là, avec réfléchir à une espèce d'urbanisme des temps. Enfin, peut-être qu'on soit pas des urbanistes simplement de l'espace, mais des temps, qu'on réfléchisse au calendrier des personnes, au calendrier des institutions, à leur temporalité. Et puis peut-être qu'on se pose la question toujours, quand on travaille sur le temps, du jusqu'où ne pas. Voilà, jusqu'où ne pas. Ça vaut pour ces personnes-là. Et donc, faut inventer la gouvernance de ces temporalités-là. Il faut mettre autour de la table, c'est la difficulté et l'intérêt, c'est les acteurs du privé, les acteurs du public, tout ce qui est donneur de temps. Donc nous-mêmes, on est donneurs de temps parce que voilà, on veut tout partout et à n'importe quelle heure. Sauf que en face, on a les plus fragiles. Et dans les politiques temporelles, si on laisse faire le marché, évidemment, ça crée des très fortes inégalités. Il y a des gens qui peuvent se payer des services de temps et à l'autre bout de la chaîne, il y en a qui courent et sont sous pression pour quelques euros. Alors pour terminer notre entretien qui est passé trop vite, l'Anthropocène semble ouvrir, mine de rien, de nouveaux champs pour ces sujets temporels. Et la politique urbaine, mine de rien, ce que vous disiez par rapport à l'urbanisme des temps, mais également un urbanisme de l'espace, risque d'être affecté de plus en plus par des enjeux climatiques. Alors en quoi votre approche, elle permettrait de penser l'adaptation, voire la redirection de certaines pratiques urbaines, comme les horaires de travail, la mobilité, les rythmes urbains, etc. Ben, peut-être que je crois que la question du temps, ça nous amène à dépasser cette notion que j'aime pas beaucoup de transition et peut-être se poser la question de l'adaptation. Donc la nécessité d'une adaptation en permanence à toutes sortes de choses qu'on appelle encore parfois des crises, et donc se mettre dans la position de quelqu'une qui va travailler sur un imaginaire, des outils, mais du domaine de l'instable, du temporaire, du réversible, du malléable. Voilà, comment on peut travailler cette ville et ses réponses en faisant confiance à demain. C'est-à-dire, moi, je crois quand même que le futur se construit. J'ai l'intention d'y habiter, comme dirait Woody Allen. Et puis, je pense que cette approche temporelle, elle nous amène vers quelque chose qu'on appelle parfois la transmodernité. Cette idée on sait peut-être pas ce que sera demain, on n'a plus les grands récits pour demain. Vous en construisez un avec l'Anthropocène, je crois. Et en tout cas, si le temps peut y contribuer, c'est dans cette question du malléable, de l'adaptable et la possibilité d'expérimenter, de lancer des choses vers demain, comme avant les rois d'Espagne et du Portugal envoyaient des bateaux vers vers les Indes ou les Amériques sans trop savoir où on allait, mais il y avait un pari là-dessus. Donc moi je mise sur cette approche temporelle territorialisée, peut-être autour des villes et des territoires où les gens se mettent en réseau, repensent ensemble ce qu'ils ont envie de faire, la vitesse à laquelle ils ont envie de le faire, et puis testent des choses. Voilà, comme des bateaux qu'on lance vers le futur et vers demain. C'est en essayant de trouver les bons rythmes. Mais je crois que c'est à l'échelle locale qu'on peut en partie tenter de les remaîtriser, quoi. On voit autour des circuits courts et toutes sortes de réponses de ce type-là. Alors malheureusement, notre échange sur les récits et les imaginaires temporels arrive à sa fin. Luc Wiadziński, merci pour cette belle traversée, pour reprendre vos mots. Je rappelle que vous êtes géographe et professeur à l'ENSA de Toulouse. Alors vous pourrez bien sûr réécouter cette interview en podcast sur les principales plateformes de streaming et sur radio-du6anthropocène.fr. Radio Anthropocène.